Bienvenue à tous au nom de la bibliothèque pour cette conférence d'Axel Kahn. Donc vous êtes venus nombreux, merci. En même temps, c'est vrai que la salle a une capacité limitée. Donc heureusement que M. Kahn a argumenté auprès du proviseur du lycée pour faire entrer les petits derniers et pour pouvoir bénéficier de cette soirée. C'est une soirée qui sera enregistrée. Donc, c'est mieux évidemment de la suivre, mais si vous connaissez des gens qui souhaitaient se joindre à nous et qui n'ont pas trouvé de place ce soir, vous pourrez les orienter vers le site internet des médiathèques de la Baie où on retrouvera l'enregistrement de la conférence à défaut. Voilà, donc peut-être M. Daniel vous dire quelques mots pour présenter le contexte et M. Kahn. Parfait, merci Cécile Thierry. Donc, les bibliothèques de la ville de Saint-Brieuc vous accueillent ce soir dans cette 8e édition, un événement, un auteur, un livre que beaucoup d'entre vous connaissent bien et fréquentent. Merci, monsieur le proviseur, monsieur Zenec, proviseur donc, de ce lycée Renan, combien emblématique de nous accueillir dans cet amphithéâtre. Eh bien, ce soir, les bibliothèques de la ville de Saint-Brieuc veillent à mettre la science à l'honneur, au cœur de leur saison culturelle. Et après avoir reçu dans les années précédentes Denis Le Bihan, médecin pour le cerveau de cristal, chercheur au CEA et qui dispose d'IRM très puissants pour, je dirais, percevoir dans le cerveau ces mystères. Après Étienne Klein, également, physicien pour l'univers, a-t-il connu un instant zéro, le zéro et l'infini. Vous verrez comment la génétique se positionne du zéro à l'infini. Et Jean Jouzel, climatologue également, il y a 2 ans, dans le réchauffement climatique, du constat à l'action. Donc aujourd'hui, les bibliothèques pointent leur objectif science sur la génétique avec l'accueil d'Axel Kahn. Je suis médecin, vous êtes professeur, je dirais mon maître, Axel Kahn. Et donc autour de votre dernière... avant-dernière, je crois que oui, être humain pleinement. Parallèlement, il y a en effet des œuvres, vous êtes un marcheur en diagonale. Vous verrez si vous êtes un marcheur en diagonale, vous verrez si dans la génétique on trouve des diagonales, il y a plutôt des hélices. Savez, marcheur en diagonale, c'est ça. Voilà. Il y a des hélices dans la génétique. Enfin bref, merci professeur Axel Kahn d'être des nôtres, d'être briochin ce soir. Et donc la parole est à vous. Et merci monsieur le proviseur et votre équipe de nous accueillir en général une fois par an au moins, et même des fois plus. Nous aurons un autre rendez-vous avec vous lors de la santé mentale, je pense. Et donc c'est bien de se retrouver au lycée Renan, parce que le lycée Renan, c'est un lycée emblématique. Voilà, monsieur le professeur. Merci à vous tous d'avoir répondu si nombreux dans une ambiance, je dirais, un peu universitaire, estudiantine. Merci beaucoup, mon cher confrère. Merci beaucoup, madame la directrice adjointe des médiathèques, monsieur le proviseur, briochines et briochins, ravi d'être avec vous et de partager cette soirée. Et comme nous voulons partager une soirée agréable entre amis, eh bien, je vais m'asseoir. L'histoire de ma vie, en réalité, de ma réflexion, de mon œuvre littéraire, a pris un tournant radical le 17 avril 1970, un événement qui a beaucoup compté dans ma vie et qui va compter également dans ce dernier livre dont je vais vous parler. Le livre dont je vais vous parler, ce n'est pas le dernier, je vous l'ai dit. Le 17 avril 1970, donc, mon père, qui n'avait pas tout à fait 54 ans, presque 54 ans, se donne la mort en se jetant d'un train. Et il me laisse une lettre qui commence par « Cher Axel, tu es sans doute le plus capable de faire durement les choses nécessaires. » Et il m'énumère les choses nécessaires que je dois faire. Et ensuite, il m'enjoint d'être raisonnable et humain. Je laisse l'entrée en matière de la lettre pendant 47 ans. Tu es sans doute capable de faire durement les choses nécessaires. Jusqu'à récemment. Et récemment, c'est le dernier livre dont je ne vous parlerai pas, mais qui doit être là
j'imagine, qui s'appelle Jean, un homme hors du temps, qui est singulier. Simplement, je vous indique ce dont il s'agit. Mon père était un écrivain, un poète, un philosophe. Et lorsqu'il s'est jeté du train, comme il m'avait laissé une lettre, les gendarmes m'ont demandé d'aller reconnaître le corps, que j'ai reconnu quoiqu'il fût brisé sur le rail. C'était un débris de père. Et là, jeune médecin de 26 ans, voyant cela, d'emblée, il m'a semblé que je ne pouvais pas en rester là, qu'il fallait que je tente de dépasser ce spectacle impossible, quitter un père souriant, affable, interactif dans cette qualité du dialogue qui avait toujours été le propre de ses liens à ses élèves, à ses fils parmi ses élèves, pour me trouver devant ce débris d'homme. Mais je ne savais pas quoi faire jusqu'à ce que je décide l'impossible, qui est de lui redonner vie et de rétablir son intégrité. Je n'ai pas de baguette magique, je n'ai qu'une plume, maintenant une plume informatique naturellement. Et pour moi, la seule possibilité de donner vie à quelqu'un qui ne l'est plus en vie, c'est la littérature. Et donc ce livre-là a pour but de redonner vie à cet homme. Et de ce fait, il est singulier. Pour qu'il soit clair que je lui redonne vie, il ne faut pas que j'en parle, car l'on parle d'un mort. Il faut qu'il parle lui-même. Donc c'est un livre qui entièrement est écrit à la première personne, mais je, c'est Jean. Ça n'est pas Axel. Et c'est même totalement Jean. Je laisse cela pour revenir à l'injonction finale. Sois raisonnable et humain. Il m'était plus facile de me concentrer sur cette injonction. Qu'est-ce que Jean, mon père, avait-il voulu me signifier par là? Qu'est-ce que c'est qu'être raisonnable? Qu'est-ce que c'est qu'être humain? Quelle est l'humanité que l'on partage les uns avec les autres? Comment cette humanité évolue-t-elle? Émerge-t-elle? S'enrichit-elle? Par quoi, le cas échéant, est-elle menacée? Ça, c'est l'essentiel, c'est même, à l'évidence, le fil directeur de 3/4 peut-être plus de mes livres. D'ailleurs, les noms sont évocateurs. Et l'homme dans tout ça, raisonnable et humain, l'homme ce roseau pensant, l'homme, le libéralisme et le bien commun, les âges de la vie, etc., etc. Après que j'ai quitté mes dernières fonctions officielles, président d'université à Paris, je suis un marcheur depuis tout temps, je m'étais résolu à mettre en œuvre, à mettre à exécution un vieux projet que j'avais, qui était, à la suite de Jacques Lacarrière, de traverser la France. Donc effectivement, j'ai traversé la France par 2 fois, sur 2000 km à chaque trajet, 4000 km au total. La deuxième fois en passant bien près, un peu au sud de Saint-Brieuc, car je suis allé de la pointe du Raz jusqu'à Menton, après avoir traversé la totalité de la Bretagne, franchissant la Loire uniquement à Ancenis. Une des raisons pour lesquelles je voulais faire cela est que je voulais, dans une longue marche solitaire, dans ce tête-à-tête entre moi-même, le marcheur, et ce je qui en est un autre, la citation est d'Arthur Rimbaud, et ça n'est pas un hasard si je le cite, je suis parti la première année des Ardennes, le pays de ce poète aux semelles de vent, l'enfant prodigue de Charleville-Mézières. Donc je voulais donner l'occasion de dialoguer longuement avec ce je qui en est un autre, pour faire le point sur ce qui m'était essentiel. Et ce qui m'était essentiel, c'est évidemment cette longue réflexion sur ce que c'est l'humanité que nous partageons,
comment elle se développe, qu'est-ce qui la menace, comment peut-on l'enrichir, quelle est la part de l'inné, de l'acquis, etc. J'avais déjà beaucoup écrit des articles, des chapitres de livres, donné des conférences sur le sujet. Et donc, pour faire un point, que je concevais un peu comme le devoir final par lequel je répondais à ce que m'avait demandé de faire mon père c'était à l'époque, il y a 43 ans, 44 ans de cela. Voilà, tu m'as demandé, papa, d'être raisonnable et humain. C'est pas facile, tu sais, de te répondre. Il m'a fallu des décennies et des décennies, mais après y avoir longuement réfléchi, voilà où j'en suis arrivé. On peut certainement en arriver ailleurs. Mais moi, sur cette question-là, sur ce sujet-là, je n'irai pas plus loin. Et je voulais que ce texte final sur la question de l'humanisme, de l'humanité, je voulais qu'il empruntât une forme particulière, propre à clarifier ce qu'était le message. Et c'est, chemin faisant, je ne sais plus exactement dans quelle province de France, que l'idée m'est venue de faire cela sous la forme d'un livre singulier, un objet littéraire non identifié, qui est intermédiaire entre un récit, un roman, une fiction, et un essai. Les deux étant profondément entremêlés, et mes héroïnes fictionnelles, car ce sont deux femmes, ne quittant jamais l'essai. Qui sonne? Il y a un téléphone là, je pense. Faut-il répondre? Alors, je vais maintenant commencer à ouvrir ce livre avec vous. Et puisque le livre commence par une fiction, qui est signifiante naturellement, qui a un propos, eh bien, je vais vous raconter une histoire. Je vais commencer par vous raconter une bien singulière et une bien belle histoire. On est, il y a une 50aine d'années de cela, dans un pays très chaud, qui est le sud de Bornéo. Là, dans la province indonésienne du Kalimantan du Sud, à distance de la petite ville de Kumai et près du fleuve éponyme de Kumai, dans une belle maison de maître, vit un médecin, on l'appellera Ahmed, son prénom, un homme de 41-42 ans, extrêmement dévoué à ses malades, tellement dévoué, ayant tant de travail, que pendant très longtemps, il n'a pas songé, ou en tout cas pas trouvé le temps de prendre femme. Et puis un jour qu'il était allé visiter un de ses malades hospitalisés dans une clinique à Kumai, la petite ville voisine, il a rencontré une très jeune infirmière de 19 ans, belle comme le jour. Dès oui, il en est tombé amoureux et il l'a épousée. Ce soir-là, Ahmed est fébrile. Évidemment, la chaleur humide est pénible, mais tous les jours, c'est la même chose. Donc, il y a autre chose. Il y a qui va être papa. Et que, voilà, c'est pour aujourd'hui ou très bientôt, il le sait, il est médecin. Dewi va accoucher et elle va accoucher de jumeaux. Le docteur Ahmed s'est demandé ce qu'il allait faire. Allait-il la conduire dans une clinique? Mais il n'a pas trop confiance dans les cliniques et lui, il sait bien accoucher les femmes, il le fait. Et en forêt et dans sa maison médicalisée.
Alors il a décidé de permettre à Dewey d'accoucher à la maison, mais il a demandé à une sage-femme très expérimentée de venir. Et lui, en fait, suit le progrès, le début du travail, le progrès du travail, exactement en osmose avec Dewey. Il est là, il est en sueur, elle est en sueur, ils se tiennent par la main, un moment émouvant que beaucoup connaissent. Et à 20h, 20h30, naît une petite fille, Dewey, et 10 minutes après, une autre petite fille, Eka. Et il n'y a qu'à jeter un coup d'œil sur ces petites filles pour voir qu'elles sont de vraies jumelles. Elles se ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau. De superbes gouttes d'eau. De perles, pratiquement. Leur peau est évidemment brune, comme les gens de là-bas, même les bébés. Leurs yeux légèrement étirés en amande. Le cheveu déjà dru. Elles pèsent chacune 3 kilos. Dewey a été vaillante. Purvanti, la maman s'appelle Purvanti. Purvanti a été une maman vaillante. De plus, elles ont des yeux d'une couleur très inusitée, d'un vert émeraude. Elles sont magnifiques. Alors évidemment, les parents trouvent qu'elles sont les plus belles du monde, mais c'est quasiment vrai cette fois-ci. Tout le monde est ébloui par leur beauté, et c'est donc un moment de bonheur qui commence, elles vont bien, elles sont en bonne santé. Ce bonheur familial est, hélas, terni 6 mois après, lorsqu'un incendie terrible éclate dans la nuit. Cette nuit-là, une climatisation que l'on vient de faire installer est à l'essai, mais ne fonctionne pas encore. Et sans doute, un court-circuit vient-il de là. Les dormeurs sont protégés au premier étage par un grillage moustiquaire qui crée un petit courant d'air. Toutes les baies vitrées sont ouvertes. Le feu prend dans la toiture et, attisé par ce courant d'air que j'ai dit, il se propage très rapidement alors que s'évacuent les fumées, de sorte que les dormeurs continuent de dormir. Ça n'est qu'un craquement sinistre qui éveille Purvanti, la maman. Purvanti ouvre les yeux, affolée, elle se lève d'un bond, elle crie, son cri réveille son mari, et elle se précipite dans la petite chambrette qui est à côté de la chambre des parents pour sauver ses filles. Malheureusement, elle ne peut l'atteindre parce qu'une poutre embrasée se détache du plafond, la percute à l'épaule, elle s'affaisse. Le feu est communiqué à sa chemise de nuit. Ahmed est réveillé cette fois-ci. Il l'entoure avec le dessus de lit et il la met à l'abri et immédiatement retourne dans la maison embrasée. Entre-temps, les domestiques ont pu eux aussi descendre de l'étage, ils dormaient à l'écart, et se mettre à l'abri sur le devant de la maison. Ahmed prend sa fille Dewey, la met avec les adultes, et puis il reste Eka. Il n'a pas pu prendre les deux à la fois parce que, je vous l'ai dit, il y a des débris enflammés qui tombent de toutes parts. Et donc il faut qu'il s'en garde pour protéger l'enfant. Se rejeter dans le brasier est folie. Mais pas pour un père. Évidemment, il ne va pas regarder brûler sa fille. Et donc, il se précipite. Avant même qu'il ait atteint l'étage, l'escalier en bois s'effondre derrière lui, lui coupant la retraite. Des flamèches font grésiller ses cheveux et enflamment in fine ses vêtements. Il commence à être une torche vivante lorsqu'il arrive dans la chambrette. Heureusement, le berceau d'Eka est tout contre la fenêtre et elle n'a pas été intoxiquée par
les fumées épaisses maintenant. Elle aussi, il l'enveloppe, il la saucissonne dans tout ce qu'il trouve de linge, et il prend ensuite le berceau, il le jette dans le grillage moustiquaire, et il saute à l'arrière de la maison, dans le petit jardin, un étage. Il fait 50-100 mètres, il est très gravement brûlé, intoxiqué, et il s'écroule. Quelques heures après, les adultes, ne voyant pas revenir Ahmed et la fillette, pensent qu'ils ont péri tous les deux. La maison est un tas de ruines fumantes. On en fait le tour et on voit la dépouille sans vie d'Ahmed. Eka a disparu. Et tout le monde pense qu'elle est brûlée corps et biens. Son petit corps tout potelé a dû être une proie facile pour les flammes. Le drame est ce que vous pouvez imaginer. Le jour de l'accouchement, Ahmed avait demandé à un jeune collègue d'une vingtaine d'années, 24 ans, de le remplacer pour voir ses malades. C'est son élève en quelque sorte. Cet élève voue une admiration pour le défunt, était son maître. Et donc il fait tout pour aider la veuve et pour aider l'orpheline. Puis, que voulez-vous, 5 ans après, une jeune femme, un jeune homme, les hommes attirent les femmes attirent les hommes, ils se marient. Ils vivent dans la communion du souvenir à Ahmed, mais ils vivent également leur amour. Ils refondent une famille, ils ont ensemble 3 enfants de plus, une autre petite fille et 2 garçons. C'est une famille recomposée très unie. Dewi est la grande sœur, la petite maman un peu. Tout le monde l'adore, y compris le beau-père, les frères, la sœur. Elle est vraiment une écolière, elle va à l'école, là, à Kumai, une écolière extrêmement subtile. Et le maître dit qu'il faudrait peut-être l'envoyer ailleurs, dans une meilleure école, dans un grand lycée. Alors la famille décide de déménager de Bornéo pour aller près de Jakarta, la capitale. Elle va dans un bon lycée où elle est très très bonne élève. Ensuite, après le lycée, elle rentre à l'université de Jakarta, elle commence à faire une thèse. Elle s'intéresse à la biologie. Et elle s'intéresse à un phénomène particulier, vraiment très passionnant, qui est la régénération. Vous savez que les salamandres et d'autres bêtes de la même famille, quand on leur coupe non seulement la queue, mais également une patte, voire même qu'on leur enlève une partie du cœur, eh bien, la blessure, la partie retirée régénère totalement. Le membre repousse. Le bout du cœur se reforme. Et la question est, comment ça marche? Et pourquoi ça ne marche pas chez les mammifères? Ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend sur plusieurs salamandres le bourgeon de régénération. Le bourgeon de régénération, c'est la petite excroissance de chair qui se forme et qui commence la régénération d'un membre après qu'on l'a coupé. Elle en prend tout plein, elle en fait un broyat, et puis, par différents procédés, elle en fait différentes fractions. Et ensuite, elle teste ces fractions sur des cellules nerveuses, des neurones, d'une souris adulte. On considère que les neurones de souris adulte, c'est comme nos neurones à nous. Une fois que la souris est née, ça ne se divise plus. Et là, l'une des fractions a un effet tout à fait extraordinaire. Cette fraction permet aux neurones de reprendre leur division. C'est vraiment très surprenant. Alors, quoiqu'elle n'ait pas encore, quoiqu'elle soit uniquement en licence ou en master, elle publie dans une petite revue, mais ça attire à peu près l'attention, et lorsqu'elle entreprend de vouloir soutenir ses travaux de thèse, pour sa thèse de doctorat et sciences, à l'étranger, ça se fait d'habitude, on l'accepte sans difficulté dans la très prestigieuse université d'Amsterdam. On connaît les liens entre l'Indonésie, évidemment, et les Pays-Bas. Et là, comme son observation d'étudiante en master, en licence et en master,
est très intéressante. On lui permet de continuer sur son thème. Et là, elle fait merveille. Elle se met en cheville avec des neurochirurgiens qui opèrent le cerveau. Opérant le cerveau et notamment en enlevant des tumeurs ou des zones lésées, il donne à Dewey des neurones humains. Elle teste sa fraction sur ces neurones humains, eux aussi se mettent à se diviser. Elle continue à analyser la fraction active et elle arrive à trouver la molécule qui est responsable de cet effet de stimulation de la régénération du tissu nerveux, y compris humain. Alors, vous voyez bien, les perspectives sont admirables, formidables. Il y a tant de maladies qui sont liées à la dégénérescence des neurones. La maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, les démences séniles, les accidents vasculaires cérébraux, d'autres maladies génétiques dites neurodégénératives. Et puis il y a les accidents de la moelle épinière, les accidents de la circulation, les gens qui sont paraplégiques, tétraplégiques. Si on arrivait à provoquer la régénérescence, la régénération nerveuse, des centaines de millions de personnes dans le monde pourraient en bénéficier. Elle soutient sa thèse avec brio, et dans le cursus des médecins, des docteurs et sciences, après le doctorat, suit un stage d'apprentissage complémentaire, de recherche à vrai dire, qu'on appelle le stage postdoctoral. Le postdoc, c'est un chercheur qui vient de passer sa thèse. Et là, elle s'adresse au monde entier. Et cette fois-ci, le monde entier la connaît parce qu'avant de soutenir sa thèse, elle a publié ses résultats dans les meilleures revues du monde. Et donc, quoique très jeune, la belle Dewey, car elle est très belle de plus, la belle Dewey est déjà, d'une certaine manière, un phénomène, une vedette de la science. Elle est acceptée aux États-Unis, à Princeton, où il y a un très grand centre de neurosciences et de médecine régénératrice. Et alors là, son histoire à succès continue, admirable. Elle se met en cheville cette fois-ci avec des grands laboratoires pharmaceutiques qui modifient chimiquement la molécule active qu'elle a isolée. Et cette modification multiplie par 100 l'activité de cette molécule. Et en fait un candidat médicament admirable. Elle commence à tester ce candidat médicament sur des modèles animaux de maladies humaines, et ces tests sont très prometteurs. Elle publie naturellement ses résultats, et sa notoriété internationale croît dans des proportions énormes. Cette fois-ci, quoique encore très jeune, elle est véritablement une vedette internationale. Après son postdoc, elle a des propositions pour travailler dans l'industrie privée, naturellement, mais elle choisit tout de même de rester dans le monde académique, à l'université, et elle va à Lausanne, où il y a aussi un centre extrêmement important. Et 15 à 20 ans après cette histoire, le professeur Ebischer, que je connais bien, qui est l'un de mes amis, qui est le directeur de l'école polytechnique fédérale de Lausanne, le PFL où elle est, reçoit un coup de téléphone. Voilà, professeur Ebischer, oui, nous nous présentons, je représente le jury Nobel. Le jury Nobel, presque à l'unanimité, sans difficulté, a décidé d'honorer votre professeur, le professeur Dewey, c'est un nom compliqué, en lui décernant le prix Nobel de physiologie et de médecine. Elle a 42 ans, 43 ans, donc c'est exceptionnel. De plus, elle est seule lauréate, compte tenu de l'intérêt exceptionnel de ses résultats. Elle va en décembre, c'est toujours en décembre que ça se passe, à Stockholm, pour qu'on lui décerne le prix Nobel. C'est une cérémonie traditionnelle, vous savez. Le jury, des représentants font un discours en expliquant pour quelles raisons les lauréats sont honorés, et puis le lauréat fait un discours ensuite. Et Dewey fait un discours qui est touchant.
elle dit combien elle est fière d'être la première scientifique indonésienne de renom. La première scientifique femme indonésienne. Combien elle dédie son prix Nobel aux scientifiques femmes. Combien elle aimerait que ces découvertes servent à tous ceux qui en ont besoin, sans barrière d'argent, et que l'on trouve des aides de telle sorte que quiconque en ait besoin, même sans pouvoir d'achat, puisse être soigné s'il souffre de maladies nerveuses de cet ordre. Et puis à un moment donné, on voit qu'elle se trouble, on voit qu'elle est encore plus émue qu'elle n'était, c'est émouvant de recevoir le prix Nobel à 42 ans. Ses yeux s'embuent et sa voix se grippe quelque peu. Et puis je voudrais dédier ce prix Nobel à ma sœur Eka, je n'en ai aucun souvenir. Elle est morte quand j'avais 6 mois, nous avions 6 mois quand elle est morte. Je sais bien que si elle avait vécu, elle aussi, sans doute, aurait fait des choses remarquables, je ne sais pas lesquelles. Je sais que toutes les deux, on aurait aimé partager les honneurs conférés à l'autre. Je le sais. Et donc, je voudrais lui dédier ce prix. Dewey a raison, Eka est morte, mais pas du tout comme elle le croit et quand elle le croit. Le soir de l'incendie, Eka est là, enveloppée dans ses linges. Elle pleure à la fin. Affolée par l'incendie du parc national voisin, parc national qui longe le fleuve Kubai, une femelle orang-outan passe par là. Elle a les mamelles gorgées de lait parce que son petit a été mangé par un léopard de Bornéo la veille. Elle entend le bébé, curieuse, elle s'approche, elle soulève les linges, elle voit l'enfant, elle le prend et elle l'emmène avec elle. Dans les grands nids où vivent les orang-outans. Elle parvient à faire en sorte que cette petite soit adoptée par la communauté et elle vit comme un enfant sauvage, comme avec les mœurs des orang-outans jusqu'à ce qu'elle ait 10 ans. Quand elle a 10 ans, elle est en dehors du parc national avec son groupe de grands primates, lorsque s'approche un extraordinaire cataclysme. Il s'agit d'un chantier forestier de déforestation. Vous savez que la plaie là-bas, c'est que on coupe la forêt et on plante des palmiers à huile. C'est ce qu'ils font. Et donc les grands arbres tombent, les orang-outans, qui sont bien armés pour cela, s'enfuient très rapidement en sautant de branche en branche, quoiqu'elle soit habile pour monter aux arbres, et qu'elle ne peut pas, et donc elle est prise par les ouvriers du chantier. Une grande fille nue, aux grands cheveux noirs emmêlés, elle ne parle pas, elle est terrorisée. On voit qu'elle n'a jamais vu des adultes comme ça. Elle cherche à mordre, à griffer. On la prend, on l'emmène à la capitale provinciale, on l'examine, il est clair qu'elle a un retard mental important. Alors on la confie à une institution pour enfants avec retard mental. Et son destin est tragique. Elle fait des progrès quand même. On lui apprend à parler quelques mots. Mais jamais elle ne saura ni écrire ni lire. Son âge mental ne dépassera pas 3-4 ans. Lorsqu'elle a 13-14 ans et qu'elle atteint la puberté, ça arrive malheureusement aux institutions, elle est victime de violences sexuelles, elle est enceinte, on lui prend le bébé. Ça la précipite dans une décompensation psychiatrique qui est faite de crises d'agitation, d'anorexie profonde. Elle ne pèse plus que 32-33 kilos et elle meurt misérablement dans ces conditions-là avant ses 18 ans. Voilà l'histoire de Dewey et d'Eka, qui sont deux vraies jumelles, dont 100% des gènes sont identiques, l'une étant la femme la plus brillante de sa génération,
et l'autre ayant un destin incroyablement tragique. Qu'est-ce que cela nous dit et comment interpréter cela? La première chose que cela nous dit est évidente. Si mon histoire est parfaitement plausible, c'est que les gènes ne codent pas un destin. Les destins de Dewey et d'Eka sont totalement différents. Les gènes ne codent pas un destin. Que codent les gènes? Les gènes codent des propriétés particulières des cellules et des organismes. Comme Dewey et Eka ont les mêmes propriétés, les mêmes gènes, pourquoi ont-elles des destins si différents? Eh bien, pour une raison qu'on connaît très bien aujourd'hui, parfaitement. La propriété qui permet aux enfants de développer si rapidement dans une famille humaine, pris dans le flot des interactions d'une famille humaine, c'est que les gènes codent une aptitude à profiter de tout de ces stimulations intellectuelles au sein d'une famille humaine. Et ça, Dewey et Eka ont les mêmes dispositions. Dewey, dans sa famille recomposée, les utilise à plein. Mais Eka a bien cette propriété, mais elle n'est pas dans une famille humaine. Et donc, ces neurones, ces circuits, ces mécanismes ne sont pas utilisés. Que voulez-vous, même si elle est affectueuse et aimante, la nourrice orang-outan, la plus belle du monde, ne peut donner que ce qu'elle a. Elle ne peut pas donner le logos, le langage, l'aptitude à l'abstraction, à la conceptualisation. Et donc ces mécanismes du développement psychique des enfants non utilisés disparaissent. Et c'est comme ça que ça se passe. Si bien que lorsque, à 10 ans, Eka retrouve la civilisation, eh bien ces dispositifs qui lui auraient permis d'être imbibés par cette civilisation pour augmenter le niveau de ses performances mentales, ne peut connaître cette évolution favorable. Et elle fait quelques progrès, mais pas du tout comme dans le créneau de la petite enfance, et elle garde une arriération mentale tout à fait épouvantable. Alors, à partir de cette explication, on peut également répondre à une autre question qu'on se pose régulièrement quand on se demande, mais alors, dans l'humanité de l'homme, dans les capacités de l'homme, qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui est acquis? Mon histoire y répond. L'inné joue un rôle considérable et l'acquis joue un rôle considérable. Imaginons que Dewey, notre brillante prix Nobel, ait eu les gènes, le génome de la femelle orang-outan. Elle n'aurait jamais été prix Nobel. Et donc c'est bien parce qu'elle a des gènes humains que ces gènes humains codent la possibilité de développer un psychisme humain, une intelligence humaine, éventuellement lui donnant la force, la volonté d'oser vouloir tracer une carrière aussi magnifique. Mais les gènes ne suffisent pas, puisque Eka a les mêmes gènes que Dewey, et dans un autre environnement, elle non plus ne va pas développer une brillante intelligence, et au contraire va rester marquée par un profond retard mental. On peut résumer la situation par cette formule que vous devez retenir. Ce qu'il y a de plus inné chez l'homme, et donc codé par ses gènes, c'est son extraordinaire capacité d'acquérir. Mais évidemment, une extraordinaire capacité d'acquérir ne remplace pas ce que l'on acquiert. Et il faut que l'on ait quelque chose à acquérir dans une famille humaine. En définitive, on peut représenter l'humanité sous la forme
imagée de deux bûches qui, dans vos âtres, là, en Côte d'Armor, sont déjà rougeoyantes, mais qui, éloignées dans l'âtre, trop éloignées, continuent de rougeoyer, mais ne s'embrassent pas. Pour qu'elles flamboient, il faut les rapprocher. Et il faut qu'elles s'embrasent l'une l'autre. Il faut qu'elles s'embrasent l'une l'autre. L'humanité est tout à fait de la sorte. Nos gènes collent ce rougeoiement, mais pour que nous puissions, à partir de ces gènes, développer une humanité, il faut que l'on soit dans une situation telle que nous soyons embrasés par le contact avec l'autre, l'un et l'autre. À partir de ces quelques faits bien établis, essayons d'abord, d'un point de vue un peu scientifique et aussi psychologique, et puis ensuite, dans des considérations plus générales, de voir comment Dewey va se servir de ce qu'elle a pu développer un psychisme humain et des potentialités qu'elle a pu véritablement faire émerger ces potentialités grâce à sa vie normale dans une famille humaine. Lorsque l'enfant naît, une première étape de l'évolution de l'enfant, c'est de se reconnaître comme un individu. Lorsque l'enfant est dans le sein, dans le ventre de sa mère, il fait qu'un avec sa mère. Et puis lorsqu'il naît, il continue d'être peu dissociable de sa mère. L'enfant est né, là, on l'a essuyé, on l'a enveloppé, et puis on l'a posé sur le ventre de sa mère, sur la poitrine de sa mère. Et l'enfant, de manière innée, va, par des mouvements de reptation, monter quelque peu pour arriver à trouver le mamelon et à commencer à essayer de téter. Comment l'enfant commence-t-il à se différencier de sa maman, dont il est presque l'une des parties au départ? Eh bien, sans doute, cela commence par une épreuve incroyablement douloureuse. On sait aujourd'hui, je vais y revenir, que l'enfant a beaucoup plus de capacités intellectuelles, même le bébé à la naissance, qu'on ne le croyait jadis. Une grande capacité. Et donc, lorsque l'enfant est dans son berceau, mais qu'il se réveille, que la maman n'est pas là, il a suffisamment de capacité mentale pour se rendre compte que lui est là, mais que maman n'est pas là. Alors c'est affreux, parce que elle fait partie de moi. Et l'enfant hurle, il pleure. Mais de cette première douleur, de cette première expérience de l'absence, naît ce processus absolument fondamental, qui est le processus de l'individuation. Et il va continuer tout le temps. Progressivement, l'enfant, très lié à ses parents, va tout de même s'autonomiser. L'enfant va savoir que ses sœurs, ses frères, ils ne sont pas comme lui. D'ailleurs, dans la glace, quand on se regarde, on voit bien qu'on n'est pas pareil. Et puis, on est différent de maman, on est différent de papa, on est différent de la sœur, du frère, on est différent des autres. Je suis moi, jusqu'à ce stade de l'adolescence dont je vais parler tout à l'heure. Si Dewey et Eka avaient vécu ensemble, plus que 6 mois, et c'est ce qui se passe avec les vrais jumeaux, c'est fréquent quand même, une naissance sur 100 environ, il y a une singularité qui crée l'étrangeté du couple gémellaire. Quand on regarde l'autre, la jumelle, le jumeau, eh bien, il est étrangement semblable à l'image de soi dans la glace. C'est pas totalement un autre quand même. Et c'est la raison pour laquelle se crée pendant assez longtemps un être un peu hybride qui développe ses codes, qui s'entend
avec des rituels qui sont particuliers à ce couple gémellaire et qui diminuent la disponibilité des vrais jumeaux à l'influence éducatrice des parents de l'environnement. Et c'est la raison pour laquelle, très régulièrement, les vrais jumeaux, ils rattraperont le temps perdu, les vrais jumeaux ont un certain retard, par exemple à la parole, un certain retard initial. Et puis, quand même, les choses vont se faire et un phénomène étrange va survenir. C'est comme il est absolument indispensable, même quand on se ressemble, qu'on est des vrais jumeaux, comme les clones. Les clones sont des vrais jumeaux. Nos deux petits singes qui sont nés il y a quelques jours à Shanghai, en Chine, dont j'ai parlé à la télé, à la radio hier, ce sont des jumeaux, en réalité. Ils se ressemblent comme se ressemblent des jumeaux. Alors il se passe une individualisation psychique que l'on a bien testée, pas toujours, mais très très souvent. Lorsque l'un des jumeaux, l'une des jumelles, décide de faire quelque chose, l'autre, même quand elle a envie de décider la même chose, va essayer de décider autre chose pour individualiser son propre chemin. Et donc, ce que la différence de corps ne rend pas évident, l'émergence de la volonté va le prendre en compte, va en prendre la direction. C'est singulier. Dewey va à l'école, elle progresse. Comment se passe, à partir du moment où elle est dans cette famille humaine, où elle profite de ce flux humanisant des interactions dans une communauté humaine, que sait-on aujourd'hui des différentes étapes du développement de l'entendement d'intelligence des enfants? On a fait beaucoup de progrès. Traditionnellement, quand je vais parler comme cela dans des amphithéâtres, il y a des enseignants. Voilà au moins un, monsieur le proviseur, il y en a d'autres sans doute, Et vous connaissez sans doute les stades de Piaget, qui était un psychologue suisse, qui le premier a proposé que le développement de l'intelligence de l'enfant se faisait par différents stades. Des stades qui, au départ, étaient uniquement intuitifs, et puis plus cognitifs, et puis enfin une capacité à l'abstraction. Grâce à la convergence de différentes méthodes, on sait aujourd'hui que les choses ne se passent pas exactement comme ça. On sait aujourd'hui que chez l'enfant, une partie de son développement, et ça c'est très important, pour la manière dont on va conduire les enseignements, la manière dont on va essayer de modeler la pédagogie. C'est vraiment d'actualité. On sait que les enfants ont déjà des capacités intellectuelles fantastiques. Le bébé de quelques semaines, quand on arrive à trouver des tests pour arriver à savoir ce qu'il en est, le bébé de quelques semaines, il a une aptitude aux mathématiques. Élémentaire, mais il a une aptitude aux mathématiques. Un bébé de 2 ans ou d'1 an et demi qui commence à parler, il arrive à savoir quand il y a plus d'objets ou moins d'objets. Mais il se trompe. Il se trompe parce que joue ce que l'on appelle des biais cognitifs, des espèces d'intuition fautive. Voilà, on va prendre un exemple. J'ai 3 doubles bouteilles d'eau, c'est drôlement bien. On lui montre une ligne avec 3 objets et à côté, on lui montre une ligne avec 4 objets. Voilà. Et on lui demande où y a-t-il le plus d'objets. Et il ne se trompe pas. C'est là qu'il y en a le plus. Puis après, on essaye de le tromper. On lui montre une ligne avec 3 objets très espacés et une ligne avec 3 objets très rapprochés. Et on lui demande où y a-t-il le plus d'objets. Dans 85% des cas, il montre la ligne la plus courte.
Parce que ça semble logique. C'est plus petit, il doit y en avoir moins. C'est plus grand, il doit y en avoir plus. Et dans beaucoup d'autres domaines, l'enfant est très capable de répondre correctement, mais avant qu'il ne réponde correctement, il y a une intuition de faux bon sens, une intuition fautive qui l'amène à faire une erreur. C'est qu'en réalité, il y a, et c'est un prix Nobel, Kahneman qui l'avait découvert, il l'avait proposé, il y a deux types d'intelligence. Vous allez bien saisir ce dont il s'agit. Vous êtes dans votre voiture, le feu passe au rouge. Vous n'allez pas vous demander, tiens, il passe au rouge, que signifie la couleur rouge, est-ce que c'est un signe particulier, faut-il que je m'arrête, donc je vais m'arrêter. Si ça marchait comme ça, il y aurait beaucoup d'accidents. Il passe au rouge, tac, on pile. Il y a des circuits extraordinairement rapides, intuitifs. Certains de ces circuits intuitifs sont innés et d'autres sont acquis. L'école apprend également des circuits intuitifs. On fait du vélo et on ne réfléchit pas à la manière dont il faut contrôler son équilibre pour faire du vélo, etc., etc. Et dans l'immense majorité des circonstances de la vie, c'est cette intelligence rapide, immédiate, qui fonctionne. On ne réfléchit pas tout le temps, en réalité. On fait beaucoup de choses sans réfléchir. Les publicitaires, d'ailleurs, profitent du fait qu'on fasse beaucoup de choses sans réfléchir pour essayer de nous manipuler. Ils le savent bien. Maintenant, je vous demande, écoutez, je dois aller à la gare, mais pour aller à la gare, je ne voudrais pas prendre le trajet le plus court, je connais mal Saint-Brieuc, je voudrais que vous m'indiquiez quel est le trajet qui me permet le mieux, tout en me rendant à la gare, de voir la ville. Alors là, vous n'allez pas me répondre intuitivement. Vous allez réfléchir, vous allez commencer par vous projeter dans votre esprit le plan de Saint-Brieuc. À la gare, il y a le lycée Ernest Renan. Et puis, quels sont les monuments intéressants, les plus intéressants. Et puis, il faut trouver de même un moyen terme. On ne va pas lui faire se balader 3 heures et à son train qui sera parti avant qu'il n'arrive. Et après avoir réfléchi, vous allez me répondre. Eh bien, c'est deux systèmes d'intelligence différents. Le premier est extrêmement direct, il emprunte des circuits, des synapses, des circuits neuronaux très courts qui passent par les structures centrales du cerveau, les noyaux cérébraux, alors que la réflexion passe par le cortex cérébral, le cortex frontal et préfrontal. Et c'est lui qui carbure, qui associe tout. Résoudre un problème mathématique demande évidemment de faire appel à la deuxième intelligence. Après, on apprend les tables de multiplication par cœur. Mais quand on n'a pas appris les tables de multiplication par cœur, dans un premier temps, ça demande de réfléchir. Mais si la première intelligence, l'intelligence rapide, intuitive, a déjà donné la réponse, eh bien on ne peut pas donner la bonne. C'est la mauvaise réponse intuitive qui fuse comme ça. Et c'est pour ça que les petits-enfants se trompent. Ils ont la capacité de bien répondre, mais ils ne sont pas capables d'inhiber l'intelligence 2, qui est l'intelligence... d'inhiber l'intelligence 1, qui est l'intelligence rapide, pour permettre à l'intelligence 2 de prendre le temps de répondre. Alors, ce qui se passe, c'est que après 2 ans, et complètement entre 7 ans et 12 ans, se met en place chez les enfants une intelligence 3. Et cette intelligence 3 est un système qui permet d'inhiber la réponse rapide intuitive le temps que l'on puisse réfléchir. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement établi. C'est extrêmement important pour l'enseignement, car enseigner, c'est au départ, et dans beaucoup de circonstances, surtout, apprendre à échapper à ses erreurs. Apprendre à garder à distance la fausse intuition. Extrêmement important. Et en soi, ce n'est pas une mauvaise chose
que le ministre de l'Éducation nationale ait constitué un conseil scientifique dans lequel les neurosciences n'ont pas toute la place, mais ont aussi une certaine place. Environ un tiers des membres de ce conseil scientifique sont des neuroscientifiques et en particulier des spécialistes du développement de l'intelligence de l'enfant. Voilà ce que l'on sait et voilà ce qu'expérimente Dewey. Voyez bien que pour Eka, c'est beaucoup plus compliqué. Eka, d'abord, n'a pas pu développer son intelligence, qu'elle soit rapide ou pas rapide. On ne lui a pas appris à inhiber ses réponses fautives, il n'y a pas de maître, etc. Et donc, elle est fort démunie. Et c'est un des éléments qui l'amène à garder ce retard mental. Maintenant que nous avons à peu près compris comment agissaient les gènes et l'environnement, comment cet environnement favorable humain permettait à Dewey, qui avait commencé de s'individualiser, cette individuation, lui permettre d'acquérir ses capacités mentales, notamment à l'école, avec ses différents stades. Voyons un peu plusieurs phases par lesquelles Dewey va passer dans sa vie. Et comment elle, ainsi dotée maintenant, va-t-elle être capable de tracer le sillon d'une vie aussi brillamment humaine? Comment va-t-elle faire? D'abord, lorsqu'elle a 13-14 ans, mais c'est vrai aussi des cas, elle va connaître un orage hormonal, psychique, psychologique considérable qu'on appelle la puberté. Les garçons et les filles le connaissent, et c'est un moment très particulier de la vie d'un être humain, très particulier. C'est le seul moment où un être humain qui est déjà en totale possession de tous ses moyens intellectuels, les capacités mentales brutes d'un enfant de 12 ans, 12-13 ans, sont à leur maximum. Évidemment, pas leur connaissance, pas leur expérience, mais au niveau des capacités brutes, c'est là où elles sont le plus développées. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les mathématiciens, qui est une discipline où l'intuition, la fulgurance est plus importante que l'expérience, réussissent à trouver, à faire leurs découvertes les plus fondamentales très jeunes, 20 ans, 22 ans, 23 ans, et qu'après 30 ans, c'est déjà passé le moment de la grande découverte dans cette discipline. Donc c'est le seul moment où un être en pleine possession de toutes ses capacités voit son corps se modifier, voit son image se modifier dans les yeux des autres, voit la qualité des autres se modifier, sent son cerveau profondément modifié par ces flux hormonaux considérables, sent ses chaleurs, ses pulsions, observe ses tumescences génitales, ses moiteurs des mains, des aisselles. C'est un épisode extraordinairement singulier. Il explique énormément des caractéristiques de l'adolescence. Comment voit-on le monde? Évidemment, on voit le monde avec ses yeux. C'est les yeux qui envoient des images, qui arrivent à recueillir des images et à les envoyer dans le cerveau, dans le lobe occipital, puis dans tout le cerveau. Et le cerveau interprète les images. Or, le cerveau va être modifié par cet orage hormonal, considérablement. On voit le monde également par ce que nous en dit papa-maman, mais ce que nous en dit papa-maman est remis en question également par un psychisme qui est profondément modifié. Les enfants se rendent compte plus qu'avant que papa-maman, eh bien, ils sont sexués qu'eux-mêmes. Ils sont sexués qu'eux-mêmes peuvent devenir objet de désir, qu'autrui peut devenir sujet de désir. C'est un épisode tout à fait extraordinaire. Alors, si le monde n'est pas celui qui nous avait été présenté par papa-maman auparavant, eh bien, il faut que ce monde nouveau que l'on découvre, on l'explore, et qu'on l'explore avec ceux qui font les mêmes expériences que nous. On ne peut pas le faire uniquement avec eux, qui font les mêmes expériences que nous. Et c'est la raison pour laquelle, forcément, à ce moment-là, se dessert
cette connivence extrêmement étroite des enfants prépubères avec les parents. Et qu'une partie de cette connivence est remplacée par la formation des groupes d'adolescents. Il faut l'explorer et en explorer les limites. Éventuellement en transgresser les limites. C'est la période de la tentation de toutes les transgressions. L'alcool, la drogue, le danger, la sexualité, parfois le suicide, période vraiment très singulière. Les parents sont souvent décontenancés quand ils ne s'y attendent pas pour le premier enfant, devant leur adolescente ou leur adolescent, décontenancés. Et de fait, la position n'est pas simple. Elle doit éviter deux écueils. Parce qu'il a à explorer un monde nouveau pour lui, il faut qu'il ait la liberté de l'explorer. Mais dans cet orage tempétueux des pulsions, des passions, des hormones que j'ai dites, la mer dans laquelle navigue l'adolescent n'est pas calme. Et dans parfois cette tempête, l'adolescent a besoin de savoir qu'existe un phare et un port. Et donc les parents doivent toujours, en toutes circonstances, constituer ce phare et ce port. Pas trop près, pas trop loin. La bonne distance. Et puis, évidemment, ça n'est pas pathologique d'être une adolescente ou un adolescent. Les choses se passent bien, en règle générale. Durant l'adolescence, c'est le cas de Dewey aussi, l'éveil de la sexualité se fait beaucoup plus vif, mais aussi les connivences amicales se développent et l'on commence à voir le remplacement du couple parent-enfant par des couples d'autres origines, le couple amical et le couple amoureux. Quelle est la caractéristique du couple amical? Voilà, parmi tous les copains, il y en a un qui est un peu particulier, il y en a une qui est un peu particulière. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis content quand il est là, quand elle est là. Et puis je ressens comme un petit pincement au cœur quand il n'est pas là, quand elle n'est pas là. Alors on essaye d'être souvent ensemble, puisqu'on est bien, parce que lui il ressent à peu près la même chose. Comme on est souvent ensemble, on se connaît bien. Comme on se connaît bien, et qu'on est souvent ensemble, eh ben on partage beaucoup. Et on sait beaucoup l'un de l'autre. Et puis, on acquiert nos habitudes. Nous aussi, pas comme les jumeaux, mais quand même, on développe nos rituels. Bientôt, on se comprend sans longue phrase. On se comprend à demi-mot. C'est mon ami. Parfois, c'est plus que ça. Non seulement il y a cela, et parfois d'ailleurs c'est l'autre sentiment qui l'emporte, je suis attiré. Il y a un désir de l'autre. Parfois le désir est totalement premier, bien avant l'amitié. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la dynamique, quel que soit l'ordre, on aboutit au deuxième couple qui est le couple amoureux. Le couple amoureux est difficile à simplement décrire par les mots, car il va toujours au-delà. Il comporte le couple amical, ce partage, ce désir d'être avec l'autre. Il comporte le désir, il comporte le plaisir partagé. Il comporte également, et on en connaît bien les mécanismes neurobiologiques, hormonaux, il comporte le renforcement de l'attachement par le plaisir partagé, aboutissant à créer
ce qui a été représenté dans différentes civilisations comme l'être hybride amoureux, le couple. On trouve exactement la même image dans des enluminures datant du Moyen-Âge, Moyen-Âge européen, et dans la civilisation précolombienne, qui présente le couple de l'homme et de la femme comme un couple siamois, avec un seul corps qui à un moment donné se divise avec sa partie masculine et sa partie féminine. Il y a aussi un univers psychique partagé. Le couple amoureux commence à voir l'avenir et dans l'avenir ne pas y insérer simplement le je ou le tu, mais y insérer le nous. C'est un univers psychique partagé. Qu'est-ce que nous allons faire dans l'avenir? Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous allons bâtir? Ce couple comporte 3 entités. Il y a l'un, il y a l'autre, et il y a le couple. Cette assimilation du couple amoureux, vraiment amoureux, à un être hybride, à un siamois, explique le caractère incroyablement douloureux, souvent, de la première séparation. Elle est comme la séparation chirurgicale des 2 parties de frères ou de sœurs siamoises. Parfois l'un n'y survit pas. Parfois l'un et l'autre n'y survivent pas. Et à tout le moins, il reste une cicatrice. Il reste une trace. Est-ce que Dewey a été amoureuse? Oui, je pense. Dewey est une femme extrêmement pudique. C'est une musulmane soufie, très tolérante. Je reviendrai là-dessus. Et donc, elle n'est pas encline à parler d'elle-même et de sa vie amoureuse. Mais une chose en tout cas est sûre, c'est que moi je la trouve bien épanouie, et belle, magnifique, et que aussi elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant. Et pourtant, elle est épanouie et belle. Dewey témoigne de ce que l'on peut être une femme, avoir une vie épanouie et belle, sans être mère. De la même manière que l'on peut avoir une vie épanouie et belle, être homme, sans être père. Pour autant, et tous nous en avons l'expérience, pour une femme, être mère peut être une expérience totalement inoubliable. L'épiphanie de la vie féminine. L'une de mes grandes amies qui était avec moi au Comité consultatif national d'éthique, une théologienne protestante, France Quéré, a eu un peu tardivement un enfant. Et elle a décrit son accouchement. C'était une écrivaine, une langue magnifique. Il faudrait que je lise ces pages plus que les citer, mais avec un romantisme flamboyant. Elle décrit ce qu'elle ressent, et puis après que l'enfant est né, elle s'écrie « Combien je vous plains, vous autres les hommes, combien je vous plains, vous autres les hommes, du jour où vous êtes nés, vous ne cesserez de vieillir et de vous rapprocher de la mort. Nous les femmes, parfois, si nous le voulons, nous donnerons la vie. » Elle n'a pas tort, France Quéré, quand même. Elle n'a pas tort. Et donc, on peut être femme flamboyante, épanouie, être mère ou n'être pas mère, mais si l'on désire être mère, ne pas l'être peut être une épreuve totalement épouvantable. Et puis, pour ce qui est des hommes, quel est le secret de cette témérité incroyable dont témoigne Ahmed lorsqu'il se lance dans le brasier, il n'y survivra pas, pour essayer malgré tout de sauver Eka.
c'est l'amour paternel. Et seul l'amour paternel peut amener à des comportements comme ceux-là. Bien évidemment, autour de ce caractère non indispensable, on peut être homme sans être père, on peut être femme sans être mère, mais pour autant, être mère et être père, lorsqu'on le désire, peut être un moment de réalisation et d'épanouissement absolument fantastique. Cela explique tous les efforts qui sont consentis. Je pourrais vous faire une conférence sur le sujet, mais là, je n'ai pas le temps. Tous les efforts qui sont consentis pour permettre à des couples stériles d'avoir malgré tout un enfant. Je regarde l'heure qu'il est, voilà. Mais on peut le vouloir ou ne pas le vouloir. Mais les enfants, maintenant. Si un homme peut être père ou n'être pas père et néanmoins avoir une vie belle, si une femme peut être mère ou n'être pas mère et avoir néanmoins une vie belle. En revanche, un enfant ne peut pas ne pas avoir de parents. Il ne peut pas. Et ça pose évidemment aujourd'hui une question compte tenu de l'évolution des habitudes. Et ce dont je parle, et ce à quoi je fais allusion, c'est les techniques d'assistance médicale à la procréation et en particulier la fécondation des femmes avec un sperme de donneur. Quand j'ai commencé ma médecine, et même longtemps après, quand un couple ne pouvait avoir un enfant et que cela était dû à une stérilité masculine, alors le couple faisait appel au sécos, à un sperme de donneur, et ces circonstances de la fécondation restaient un secret de famille. Et l'enfant était l'enfant du père et de la mère, et il ne savait jamais que, en réalité, un sperme de donneur avait été utilisé pour déclencher la grossesse de maman. Aujourd'hui, les choses ont changé. Je ne sais pas si c'est en bien ou en mal, mais je n'ai pas de toute façon à porter de jugement, mais elles ont changé. Les psychiatres, les psychologues insistent pour que les enfants nés dans ces conditions soient informés des secrets de leurs origines. Et donc les enfants qui sont nés de fécondation par sperme de donneur, il y en a un très grand nombre, à leur majorité au moins sont informés. Et comme ils sont informés, une partie d'entre eux, pas tous, plutôt une minorité, peut-être 10% d'entre eux en moyenne, se mettent dans la tête d'accéder à la réalité de leurs origines, de savoir d'où ils viennent. Comment peut-on expliquer cela ? Simplement, c'est qu'il y a ces trois questions traditionnelles qui fondent un peu ce qui va permettre de développer une personnalité humaine. D'où viens-je ? Qui suis-je ? Où vais-je ? Prenons la deuxième interrogation. Qui suis-je ? Qui suis-je ? Vraiment, si je me demande qui je suis, le premier élément de réponse, c'est de savoir d'où je viens. Alors, ça ne résume pas, mais je ne viens pas de rien, évidemment. Et d'où je viens peut jouer un rôle dans qui je suis. Et donc, il est normal que n'importe qui veuille se positionner dans la continuité d'une histoire familiale, dans la continuité d'un lignage. Moi, je suis convaincu que ce soit une continuité biologique ou bien une continuité fictive, c'est à peu près pareil. Mais enfin, peu importe, aujourd'hui, la règle du jeu est que les enfants sont informés de la réalité biologique de leurs circonstances de conception. Et ça pose naturellement la question de l'anonymat des donneurs de sperme. C'est une des questions qui va être questionnée, qui va être discutée dans le cadre des états généraux de bioéthique. Je suis sûr qu'il doit y avoir ici à Saint-Brieuc une instance qui doit vous amener à pouvoir réfléchir à ce sujet, à d'autres,
l'assistance médicale à la procréation, la GPA, la fin de vie, etc. Une solution pourrait être la suivante. Elle a failli être adoptée lors de la précédente révision de la loi de bioéthique en 2011. En 2001, Ségolène Royal, qui était ministre de la Famille, a modifié la règle pour ce qui est des accouchements sous X. Accouchements sous X, des femmes qui ne peuvent pas imaginer avoir un enfant, ont un enfant et l'abandonnent totalement, et l'abandonnent sans volonté de le retrouver jamais. Et jadis, les ponts étaient coupés totalement. La raison pour laquelle c'est difficile de refuser totalement l'accouchement sous X, c'est que c'est soit l'accouchement sous X, soit des fois l'infanticide, soit l'avortement, soit ça existait dans le temps, mais ça n'existe plus, les boîtes à bébés dans les couvents. Il y avait un orifice où on mettait les bébés abandonnés. C'est ce qu'on faisait. Voilà. Mais évidemment, de la même manière, l'enfant a toutes les chances d'apprendre que sa mère biologique l'a abandonné, et ça peut être très compliqué. Et donc, Ségolène Royal a introduit une disposition qui est la loi actuelle, qui est la suivante. La femme qui accouche sous X doit laisser des indications la concernant. Et on doit pouvoir la retrouver. À sa majorité, l'enfant est informé. Et il peut demander des informations non identifiantes sur sa génitrice, sur sa mère biologique. Il peut également exprimer son souhait de rencontrer sa mère. Et dans ce cas-là, son souhait est transmis à la femme, si elle est encore vivante. Et cette femme peut refuser ou peut accepter. Voilà. Une disposition de cet ordre, pour ce qui est de l'anonymat des donneurs de sperme, me semblerait assez légitime. Le temps s'est écoulé. Oh, je pourrais vous parler de 1000 choses encore, mais il me faut conclure. J'ai commencé par la vie du bébé, la génétique, la conception, l'individuation, l'adolescence, l'amour, la paternité, maternité, la filiation. Venons-en directement à la fin de la vie. J'ai 73 ans, je vais très bien. Je gambade, je marche encore extrêmement bien, j'en épuise plus d'une et plus d'un. Mais bon, je suis tout de même pas totalement inconscient. Ça aura son temps. Viendra un moment où je marcherai moins, où j'aimerai moins, où je lirai plus difficilement, que sais-je. Viendra ce moment-là. Imaginons, j'ai maintenant 94 ans. Je peux être vert encore à 94 ans. Mes enfants sont très gentils, mais c'était compliqué, quoi. Ils ont leur travail, leur famille, et donc ils m'ont trouvé une très 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 bonne maison de retraite, excellente maison de retraite. Donc je suis dans la maison de retraite, là. Et puis mes enfants, ils viennent me voir des fois, mais pas très souvent, parce qu'ils ont leur vie compliquée. Et comme je marche plus très 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 bien le matin, de très très gentilles infirmières viennent m'aider. Elles m'aident à faire ma toilette, elles m'aident à me raser. Des fois, quand je suis très fatigué, elles me passent le pistolet, le bassin, ou elles m'aident à aller aux toilettes. Et puis elles m'aident à aller au fauteuil quand il fait beau dans le jardin. Puis elles viennent me voir et je m'appuie sur leur épaule pour aller manger avec les autres pensionnaires. Quand c'est fini, quand j'ai envie de faire la sieste, on me reconduit. Et puis, tous les jours, c'est pareil. Est-il possible d'être humain pleinement jusqu'au bout du chemin? Est-il possible d'être humain pleinement jusqu'au bout du chemin? La question, je me la pose à ce moment-là. Je me la pose. Mais, figurez-vous que ma petite fille Cléa a aujourd'hui 2 ans, donc là, elle a 26 ans. Je la vois des fois, évidemment, elle est gentille, mais là, elle demande à venir me voir
elle est seule. Ah, bonjour papy. Et bonjour Cléa. Comment tu vas papy? Et on commence à parler. Quand on a des choses importantes à se dire, on commence toujours à parler d'autre chose. Donc on fait ça. Je vois bien qu'elle a quelque chose à me demander. Et puis, d'un seul coup, Cléa me dit, écoute, papy, t'es bien vieux, toi. Tu vas bien, oui, mais t'es même bien vieux. T'as de l'expérience. Et puis on dit qu'avec les femmes, t'as eu beaucoup d'expérience. Alors, tu vas peut-être me donner des conseils. Bon, tu sais, maintenant, de notre temps, c'était pas comme ça de ton temps, mais de notre temps, les garçons et les filles s'essayent assez jeunes quand même. Alors, je dirais pas à Cléa que de mon temps, c'était exactement pareil. Elle serait déçue et choquée, mais enfin, peu importe, je la laisserai avec ses illusions. Donc voilà, j'ai eu plusieurs copains, mais là je suis avec un copain, tu vois, j'ai déjà 26 ans, je fais mes études, j'ai pas encore complètement terminé, je dois aller faire un postdoc, moi aussi, je dois aller faire un postdoc, mon copain est un médecin, il s'intéresse, il veut devenir médecin ORL, et on ne sait pas quoi faire, quoi. Je sais pas. On est bien ensemble. C'est clair qu'on est bien ensemble. Et on commence à dire nous au lieu de dire je dans l'avenir. C'est un signe, quoi. Mais moi, je vais partir aux États-Unis pour 2-3 ans. Lui, il est interne et il doit faire son internat. C'est un peu compliqué qu'il m'accompagne. Et puis d'un autre côté, pour l'instant, on ne voit pas bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Dis, quand toi, Pépé, t'as pris la décision de te marier avec notre arrière-grand-mère ou grand-mère. Comment ça s'est passé? La première fois, hein. Alors moi, je me remémorerai, j'ai encore un peu de mémoire, je me remémorerai, et je ne lui répondrai pas ce qui m'est arrivé. Je lui répondrai ce qui peut l'aider. Mais néanmoins, je plongerai dans mes souvenirs. Et cette belle fille que j'aime tant, je vais essayer effectivement de lui donner plus que des conseils, mais des éléments pour qu'elle décide réellement elle-même. Parce qu'en fin de compte, quoique j'ai 94 ans, je suis une mine incroyablement riche de souvenirs, d'expériences, de conseils, d'amour à donner, d'affection. Mais évidemment, il faut que cette mine, elle intéresse des gens. Il faut que des gens veuillent la prospecter. S'il y a des gens pour prospecter cette mine, alors oui, ça vaut la peine de vivre humain, pleinement, jusqu'au bout du chemin. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour faire écho à votre petit appel pour savoir si sur la ville de Saint-Brieuc, réfléchir sur l'éthique était possible en la présence ce soir de M. Saki, je me permets de rappeler qu'à la bibliothèque sont organisées les soirées de l'éthique et qu'il y en a une le 9 février, qui sera éventuellement l'occasion de relancer le débat. Je peux aussi passer la parole à la salle, éventuellement à M. Saki. J'en profite pour annoncer qu'il y aura une soirée débat dans le cadre des États généraux de la bioéthique, donc organisée par le Comité national et l'espace de réflexion éthique de Bretagne. Voilà, ce sera en février, le 22 février. Merci. Merci. Et si vous avez quelques questions pour prolonger cette belle histoire qui nous a été contée, tout en haut. Attendez, madame, on va vous donner le micro. Vous voyez, on a laissé un passage, alors c'est... Alors, vous remarquez, monsieur le proviseur, qu'il n'y a pas eu le feu, hein.
l'histoire des jumelles, c'est une vraie histoire ou c'est un conte? Comment? L'histoire des jumelles, c'est une vraie histoire ou c'est un conte? D'après vous? En fait, j'en sais rien. Alors, j'ai raconté cette histoire-là à des collègues membres de l'Académie des sciences qui étaient très interloqués et ils sont venus me voir après, ils m'ont dit mais quel était son nom de famille à ce prix Nobel, Dewey comment? Alors c'est une histoire inventée. Voilà, c'est un conte totalement plausible. Et c'est un conte qui s'appuie sur les descriptions de plusieurs enfants sauvages. Mais j'ai rajouté un élément important, naturellement, c'est la gémellité et la circonstance d'un enfant sauvage et d'une jumelle qui, elle, a un parcours éblouissant. Dans ce livre, je n'en parle pas naturellement, mais le livre Être humain pleinement, qui est disponible en poche maintenant, hein, en version originelle ou en poche, je pense qu'il doit y en avoir, a aussi un épilogue qui renoue totalement avec la forme romanesque, avec la forme fictionnelle. Et évidemment, on ne dit jamais rien de l'épilogue d'un livre, alors je ne vous en dis rien. Mais c'est un épilogue un peu étonnant et émouvant. Qu'est-ce que vous conseilleriez ou diriez à une jeune fille de 19 ans qui se lance dans la médecine aujourd'hui? Et bien d'abord de réussir. Si elle est capable. Comme vous savez aujourd'hui, en médecine, il y a une première année commune des études de santé, la PACES. Ici, elle ira faire sa médecine, j'imagine, soit à Rennes, soit à Brest. C'est une épreuve qui est difficile. C'est une épreuve qui est difficile, il faut travailler beaucoup, énormément, parce que aujourd'hui, on a le droit à un seul redoublement. Et bientôt, il n'y aura pas le droit à un redoublement du tout. À Paris, dans mon ancienne université, on est en train d'expérimenter pour la première année un système où on n'a pas le droit à un redoublement. Or, il y a déjà une auto-sélection et une grande majorité des gens qui s'inscrivent dans les meilleures facultés de médecine sont des bacs scientifiques mention très bien. Et en gros, les chances de succès au premier concours sont de l'ordre de 40 à 45% pour les bacs scientifiques mention très bien. Ça tombe à 20% pour les bacs scientifiques mention bien. Et ça devient très 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 faible pour les bacs généraux. Donc il faut être lucide. Voilà. Donc, alors, je veux décourager personne. Mais il faut être lucide. Il faut au départ être armé pour avoir des chances raisonnables. Dans l'avenir, les choses, je l'espère, changeront un peu. Et là encore, ce serait l'objet d'une autre conférence. Mais avec l'avènement des systèmes experts, de l'intelligence artificielle, etc., etc., dans les différents domaines de la médecine, demain, une grande partie de la partie technique de l'acte médical sera prise vraiment en main par des machines intelligentes. Qu'il s'agisse du diagnostic, qu'il s'agisse de l'établissement du pronostic, qu'il s'agisse de la proposition du meilleur traitement, qu'il s'agisse, etc., etc. Et puis, avec un petit délai aussi, mais on n'en est pas très très loin pour des opérations très bien standardisées. Aujourd'hui, on fait des opérations de la chirurgie assistée par ordinateur et un jour viendra où pour des opérations ritualisées relativement classiques, les systèmes experts presque autonomes pourront intervenir, le médecin n'étant là que pour le cas où éventuellement il y a un petit dérapage. La part du médecin restera quand même importante car il y a une dimension humaine dans la médecine qui est fondamentale. Mais évidemment, la formation à une médecine avant tout technique et scientifique,
Et la formation à une médecine où la part humaine est la plus importante promet de n'être pas la même. Donc je prévois dans les décennies qui viennent une modification très importante de la formation des futurs médecins et de l'exercice de la médecine. Vous avez abordé tout à l'heure votre fin de vie à 92 ans ou 95 ans, mais justement vous laissez en suspens, enfin vous laissez supposer que la fin de vie c'est obligatoirement merveilleux, avec des gens qui vous entourent, et que ça vaut la peine vraiment de poursuivre, parce que vous parliez de cette assistance permanente que vous aviez, vous n'étiez plus quand même très autonome, et justement vous ne parlez pas du tout de ce droit de le poursuivre ou de s'arrêter. Et la deuxième question, vous avez parlé de la procréation médicalement assistée et du droit des enfants à connaître leurs géniteurs, et vous pensez que, par exemple, aujourd'hui, on en parle beaucoup, des homosexuels qui souhaitent justement avoir des mères porteuses. Vous n'avez pas du tout abordé ce sujet là aussi. Non, car ce n'était pas mon sujet. Non. mais si c'est votre question, j'y répondrai. Je vous remercie. Parce que alors c'est compliqué. Vous avez parlé quand même de la procréation médicalement assistée, et vous parliez également des femmes, donc c'est la même chose. Non, mais vous avez bien vu, je vous ai avant tout parlé de ce qui était nécessaire pour développer un être humain. Donc c'était l'objet de ma conférence. Cela étant dit, dans cette période-là, comme vous savez, je suis totalement impliqué dans le champ de l'éthique, et même je suis sans doute un des plus anciens à y être, puisque j'étais déjà du trio qui interviewait les leaders d'opinion, les représentants des cultes, des grands mouvements philosophiques, dès 1988, c'est-à-dire dès 3 ans avant la discussion en première lecture de la première loi de bioéthique. J'étais commissaire du gouvernement pour cette discussion, j'ai moi-même écrit plusieurs articles de loi, donc je suis totalement plongé, imbibé de cette discussion sur les problèmes de loi de bioéthique, alors je peux vous répondre. Alors, oui, en effet, j'ai parlé d'une fin de vie d'une personne qui a encore un entendement réellement qui est parfait. Ce n'est pas toujours le cas, bien entendu. Alors, pour les gens dont l'entendement est profondément altéré par une maladie d'Alzheimer, ou bien par une démence sénile, ou par des choses comme cela, la situation est particulièrement compliquée parce que même les partisans d'une euthanasie active, les militants de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, par exemple, évidemment, fondent l'application de cette mesure sur la demande, sur la volonté. Et donc, quelqu'un qui ne peut pas le demander, une société qui l'enverrait ad patres, ce serait une société plus que critiquable. On a déjà connu cela, ce serait totalement épouvantable. Oui, mais ça c'est très difficile, parce que la directive anticipée est très importante. Je vais en reparler tout à l'heure pour la fin de vie. La directive anticipée est très importante, mais ne peut pas être opposable. Pourquoi elle ne peut pas être opposable? Parce que la liberté, c'est d'avoir une opinion, mais également d'en changer. Et il y a toujours une incertitude extrêmement importante sur ce qu'aurait été l'opinion d'une personne qui a émise sa directive très loin de la situation dans laquelle elle se trouve. C'est extraordinairement difficile. Et honnêtement, personne ne propose que l'on fasse une injection létale à toutes les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. D'autant plus que les personnes qui sont atteintes de maladie d'Alzheimer, même si elles sont extrêmement pénibles pour leur famille, ce sont des gens qui peuvent connaître, pour ce qui les concerne, des moments de satisfaction. On sait très bien combien elles ont accès, notamment à la douceur, des fois à l'art, combien on fait des ateliers d'art-thérapie pour des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, et donc ça, on ne le ferait sans doute pas. La loi actuelle, qui est la loi Leonetti-Claes de 2016, indique que
en fin de vie, sur la demande de la personne, avec également possibilité de faire appel à des directives anticipées, à condition qu'elles aient été réitérées, et notamment réitérées dans un état qui laissait supposer l'évolution actuelle, alors cette personne peut être endormie paisiblement pour partir paisiblement dans son sommeil, suivant l'idéal de la mort la moins tragique pour tout le monde, qui est la mort endormie, la mort dans son sommeil. La loi va loin, puisqu'elle dit qu'aucun médecin ne peut s'opposer à cette mesure-là. Il n'y a pas de clause de conscience, car il s'agit d'un acte médical, un acte de soulagement, et donc... Il est toujours alimenté, et donc ça peut durer des mois. Non, non. Dans ces cas-là, l'alimentation parentérale n'est pas poursuivie, pour une raison qui est assez claire, si vous voulez. Dans les situations traditionnelles où mouraient les gens, nos grands ancêtres qu'on a vus mourir, quand ça se passait bien, quand ils mouraient dans leur sommeil et après une perte de conscience un certain temps. Est-ce qu'on leur mettait une sonde? Est-ce qu'on leur mettait une perfusion? Ben non, c'est évidemment pas vrai. C'est évidemment pas vrai. La sonde, la perfusion, c'est déjà de la réanimation. C'est déjà des soins. Et quel est le but des soins? Le but des soins, c'est l'espoir de rétablir une situation dont la personne sera assez consciente pour se réjouir elle-même, qui comporte une vie relationnelle. Une personne que l'on endort pour qu'elle puisse mourir dans son sommeil très tranquillement, évidemment, ne justifie aucun soin à part ceux qui vont l'empêcher de souffrir, bien entendu. Et donc, je trouve qu'il est tout à fait normal d'arrêter toute forme de réanimation assimilée alors à de l'acharnement thérapeutique. Ça, c'est la loi actuelle. Et donc, dans ces conditions-là, non, il y a du nursing, il y a tout ce qui évite les escarres, il y a évidemment tous les cas, de toute façon, c'est un sommeil extrêmement profond, sous forme d'anesthésie générale, mais il n'y a ni intubation, ni gastrostomie, ni perfusion. C'est aujourd'hui la loi actuelle. Cette loi, alors dans la société, on le sait bien, il y a des gens qui considèrent que la notion de liberté est tellement importante qu'elle doit s'étendre à la liberté de décider du moment et de la manière dont on va mourir. Il s'agit d'une tradition très ancienne, multimillénaire, le stoïcisme, la philosophie stoïcienne. L'histoire de l'Antiquité est pleine de suicides stoïciens. Ce courant, que l'on retrouve notamment dans l'association de la DMD, ce courant milite en faveur d'une modification de la loi qui autorise de pratiquer un geste dont le but n'est pas de soulager, mais dont le but est d'arrêter la vie. Voilà. Et puis, il y a d'autres personnes qui considèrent que cette revendication a sa légitimité, comme d'autres, mais que la légitimité d'une revendication d'une partie des citoyens n'induit pas l'obligation de la société d'y souscrire. Et que, ma foi, notre code aujourd'hui interdit de commettre un geste pour tuer son prochain, et que si on peut s'en passer, il n'y a peut-être pas urgence à modifier cette règle. Donc c'est un débat démocratique, c'est un des débats qui va être discuté dans les états généraux de bioéthique, incontestablement. De toute façon, sans doute, si cette loi de fin de vie évolue, ça ne sera pas l'occasion de la réforme des lois de bioéthique. Pour quelle raison? C'est que la loi sur la fin de vie n'appartient pas au corpus des lois de bioéthique. Et qu'elle vient d'être votée, ça fait même pas 2 ans, ça fait 1 an et demi. Et qu'avant de la modifier, ça serait même peut-être bon d'en faire le bilan, de faire un bilan circonstancié de l'application de cette loi et de voir les cas difficiles auxquels elle ne répond pas. Voilà ce que je peux vous... Alors, maintenant, pour l'AMP et la GPA. En 2 mots, hein, parce que, je vous dis, on est parti pour 3 heures. En matière... Alors, moi j'ai mes convictions, vous avez vos convictions, mais imaginons que je sois le législateur, et
comme vous l'avez appris, j'étais en situation de travailler au niveau de ceux qui contribuaient à faire la loi. Donc je suis le législateur. Mes convictions personnelles n'ont pas à jouer un très grand rôle. Lorsque je suis face à une revendication d'une partie des citoyens, j'ai à déterminer si j'ai une raison rationnelle, eu égard au corpus de nos règles, de nos lois, si j'ai une raison particulière de m'opposer à leurs revendications. Par exemple, dans le cas précédent, si je dis que l'autorisation pour le médecin d'injecter un produit pour tuer les gens pose problème, c'est qu'aujourd'hui on a une loi qui n'est pas totalement non satisfaisante, qui interdit de tuer son prochain. Et que même d'un point de vue symbolique, c'est pas si simple que ça de se mettre à énumérer les exceptions à l'interdiction de tuer. Donc ça pose problème, il faut qu'on en discute, c'est pas ça. Maintenant, on est devant des femmes en couple qui peuvent se marier, hein, la loi leur permet, qui peuvent adopter des enfants, et qui demandent à recourir au don de sperme. Elles y recourent très facilement. Il leur suffit de prendre un billet de train, ça ne coûte pas très cher, pour la Belgique ou pour l'Espagne. Ça se fait sans aucune difficulté, aucune limite. Et le seul obstacle, c'est un obstacle d'argent malgré tout. Des femmes très impécunieuses peuvent avoir des difficultés. C'est pas satisfaisant. Il faut bien reconnaître que c'est pas satisfaisant. En plus, on est sûr qu'en France, en tout cas, le don de sperme, il est anonyme. Il rentre pas dans un marché, dans un commerce. Donc les envoyer à l'étranger où on n'est pas trop sûr des conditions dans lesquelles le sperme est prélevé, c'est pas non plus très satisfaisant. Maintenant, s'opposer à l'insémination de femmes non en couple hétérosexuel avec un sperme de donneur, au nom de l'intérêt de l'enfant, c'est quelque chose qui, honnêtement, est tout à fait légitime. Mais il se trouve que maintenant on peut répondre à cela. Premièrement, en comparant la situation actuelle. Aujourd'hui, il y a 3 200 ou 3 300 000 enfants qui vivent dans des familles monoparentales. Aujourd'hui. C'est la situation, nous le savons bien. Et de ces 3 200 000 à 300 000 enfants qui vivent dans des familles monoparentales, il y en a quasiment 500 000 qui sont nés dans des familles monoparentales. Ce n'est pas l'évolution du couple, qui sont nés dans des familles monoparentales. En France et à l'étranger, on a fait maintenant, avec un très grand recul et sur des cohortes très significatives, des enquêtes pour savoir si l'enfant qui était élevé dans ces conditions perdait une chance. Perdait une chance dans son équilibre, dans son bonheur, dans sa carrière, etc., etc. Aucune différence n'a pu être trouvée en moyenne. Strictement aucune, jamais, dans aucune des études. Si bien que s'il est légitime de poser a priori la question de l'intérêt de l'enfant, les réponses objectives que l'on peut donner est que, heureusement, l'intérêt de l'enfant, ici, n'est pas menacé. Et donc, je ne vois strictement aucune chance, aucune raison de m'opposer à la fécondation des femmes par un sperme de donneur. Sauf qu'il y a une nouvelle demande maintenant, c'est celle des mères porteuses. Ah oui, c'est une autre question, mais ne vous inquiétez pas. Mais pas sauf, madame, pas sauf. Pas sauf. Je traite les questions les unes après les autres. Vous me posez des questions. Vous avez remarqué que j'étais assez rationnel. Donc, je traite les questions les unes après les autres. Donc, j'ai traité votre question sur la fin de vie, j'ai traité votre question sur l'extension de l'assistance médicale à la procréation par fécondation avec sperme de donneur. Soulevons maintenant la question de la gestation pour autrui. Dans l'histoire, je pense surtout à l'enfant. Comment ? C'est la position de l'enfant quand vous dites que... Oui, mais dans la... Vous allez voir, dans la situation de la gestation pour autrui, ça n'est pas le problème de l'enfant qui fait toute la différence. Du tout. Ça peut intervenir, mais ça n'est pas l'élément dirimant, on dirait, l'élément radical. Parlons des couples, c'est-à-dire des couples homosexuels.
Le désir d'enfant d'un couple homosexuel masculin est tout aussi légitime que le désir d'enfant d'un couple homosexuel féminin est, selon moi, tout aussi légitime que le désir d'enfant d'un couple hétérosexuel. Et donc je n'ai rien à dire, évidemment, sur la légitimité du désir d'enfant d'un couple. Un couple hétérosexuel, bon, s'il n'est pas stérile, il fait son enfant par les moyens les plus traditionnels. Je ne vois pas de raison de m'opposer à ce que le couple de femmes homosexuelles fasse appel à un sperme de donneur. L'enfant saura, ce que j'ai dit des donneurs et de la levée partielle de l'anonymat vaut évidemment pour ce cas-là. Et les uns et les autres peuvent adopter, et le couple d'hommes peut adopter. Maintenant, si le couple d'hommes veut un enfant biologique, il faut qu'il recourt à une tierce personne. À une tierce personne. Et toute la différence est de cet élément qui n'est pas mince. Ici, il y a intervention d'une tierce personne. Or, dans l'immense majorité des cas, en fait, dans le cas des couples homosexuels, c'est 99% des cas. Quelle est cette tierce personne? Cette tierce personne est une femme qui améliore son ordinaire en offrant ce service de porter un enfant pour d'autres, qui signe un contrat. Ce contrat l'oblige à des mesures pour que la grossesse se passe bien, à des diagnostics prénatals, l'oblige également à subir tout ce qui est nécessaire lors de l'accouchement pour que ça se passe au mieux possible. Et si jamais cette femme, il lui venait à l'esprit de s'éprendre du fruit de ses entrailles, d'aimer cet enfant et de le garder, eh bien, elle serait en contradiction avec ce contrat et elle pourrait être attaquée. C'est-à-dire que cette femme, par contrat, accepterait de n'être qu'un utérus sur pattes pendant 9 mois. Est-ce que cela, c'est-à-dire l'introduction de la fonction gestatrice des femmes dans le circuit marchand, est un progrès pour les femmes? Je dis non. Et par conséquent, je considère que la différence considérable entre ce désir d'enfant d'un couple féminin et d'un couple masculin est que dans le cas d'un couple masculin, s'ils veulent un enfant biologique, de fait, il faut recourir à une tierce personne. Alors me direz-vous, mais c'est une injustice considérable, épouvantable. Les couples de femmes peuvent avoir du sperme de donneur et les couples d'hommes ne peuvent pas avoir une mère porteuse. Non, ce n'est pas une injustice, c'est une différence de situation. Et je vais vous dire, madame, et c'est vrai en plus, je vous ai parlé de l'épiphanie que pouvait être la maternité pour une femme. L'une de mes filles, avec moins de flamboyance que France Quéré, mais elle aussi, quand elle était enceinte de sa première petite fille, Capucine, m'a conté les progrès, l'émotion qui était créée. Et après qu'elle a accouché, m'a téléphoné le plus rapidement qu'elle a pu en me disant que c'était absolument extraordinaire, merveilleux. Et puis elle s'est arrêtée à un moment donné en me disant « Tu sais, mon pauvre papa, je te plains, toi tu connaîtras pas ça. » Et elle a raison. Et je pourrais dire c'est une immense injustice. Je suis victime d'une injustice. Les femmes peuvent connaître ça, moi je ne peux pas connaître ça. Sauf que ça n'est pas une injustice, c'est parce que je suis un homme et qu'elle est une femme. Voilà. Merci. Pour poursuivre un petit peu la soirée, la librairie Le Pain des Rêves est à l'entrée, là, elle propose des livres d'Axel Kahn, donc si vous voulez revenir auprès de lui pour demander quelques dédicaces, ça vous permet. Je reste là pour dédicacer? Oui, vous restez là. Très bien. C'est plus simple. Je suis bien installé, c'est bien.